c'est devant nous. On peut mettre son nez rouge aussi. Ah, c'est ça. Salut. Ça va, Bon, voilà, mesdames, messieurs, je vous demanderai encore un peu plus d'attention que d'habitude, puisqu'il n'y a pas de micro. Est-ce que vous m'entendez dans le fond de la salle? Voilà. Bien, je remercie les 0,5% de la population qui nous a rejoints aujourd'hui, parce que je pense qu'à la grosse louche, c'est plus ou moins, nous sommes 120, donc sur 12 000 habitants. Évidemment, je félicite celles et ceux qui ont encore le courage de se décrocher de la télévision pour nous rejoindre en ce jour du 15 novembre. Voilà, monsieur, je vais excuser pas mal de personnes, donc Cécile Collin, Fabrice Sarlet, Jacques Delcourt, Jean-Marie Carrier, William Denis, et tout particulièrement Julia Fournaise qui s'est blessée sérieusement en allant tenter de mettre le drapeau au monument à Beaumont. Monsieur, mesdames et messieurs les représentants du 3e EMI, monsieur, madame les directrices d'école, chers collègues du collège, du conseil communal et du CPS, monsieur le directeur général, madame, messieurs, chers amis. Vous savez que chaque année, le 15 novembre, le 21 juillet, est pour moi un petit peu un casse-tête. Je vais essayer de trouver un sujet qui va essayer de nous accrocher pendant 10 minutes. Donc voilà, je vais essayer
le texte étant moyennement long, je vais peut-être ne pas le dire lentement, mais ni trop vite, mais entre les deux. Pour ça, vous donnerez le plus rapidement possible ce à quoi vous aspirez le plus, un bon verre. Sans oublier qu'aujourd'hui, notre ami Paul Neufcoeur, un fidèle, fête son 64e anniversaire. De raison d'être parmi nous. Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, en politique, c'est comme dans la vie. Il faut parfois aller voir ce qui se passe ailleurs pour apprécier ce que l'on a chez soi. Alors je pense que le sujet tout indiqué aujourd'hui, c'était que je vous parle un petit peu de ce qui se passe en Catalogne, malgré tout, pas trouver un rapport relativement, je veux dire, étroit avec notre pays, la Belgique. En effet, quand on voit ce qui se passe en Catalogne, je me dis que notre système de gouvernance, issu de multiples réformes de l'État, qui a certes détricoté le pouvoir fédéral au profit des échelons régionaux, a tout le moins un mérite, celui de nous avoir assuré d'une cohabitation, somme toute paisible, entre nos communautés. Vous m'entendez toujours dans le fond? Oui. Très bien. Car à la différence du bras de fer engagé entre le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, je ne suis pas sûr que je prononce bien, et le président catalan Charles Puigdemont, le dialogue et la négociation à la belge ont permis de conserver une forme d'unité à notre pays et une pacification des relations, certes au prix de l'évolution vers un modèle fédéraliste. Du moins jusque ce 30 octobre, jour où débarqua sur le tarmac de Zaventem, sans crier gare, un très encombrant Charles Puigdemont. Il va sans dire que la présence de ce monsieur embarrasse pas mal le monde dans notre pays. Du monde, pardon. D'abord, un Premier ministre à la tête du gouvernement qui doit gérer une problématique indépendantiste avec des ministres nationalistes en son sein dont certains se sont montrés particulièrement bavards. Ensuite, un parti de la majorité, la NV1, qui se doit d'afficher une solidarité avec ses amis catalans pour plaire à ses ultras et rester conforme à ses statuts, sans oser avouer qu'elle considère l'aventure catalane comme une folie impossible à appliquer en Flandre. J'ai été surpris moi-même d'entendre il y a 2-3 semaines, donc Bardowé veut dire que 70% de la population flamande désire rester belge. Reste à voir si ce double jeu d'équilibriste, tant au gouvernement qu'à l'NVA, va pouvoir tenir face à la demande d'extradition émanant de la justice espagnole. Avec cette fois la nécessité pour Charles Michel de trouver la formule miracle qui ne fâche pas la NVA, pas trop l'Espagne, pas tellement le CDNV et pas du tout les francophones opposés à la scission du pays. Histoire de ménager la chaleur espagnole et le chou nationaliste belge, consigne avait été donnée aux membres du gouvernement de ne pas faire du surenchère. Eh bien, ça a raté à ce stade. Le seul qui a respecté les consignes du Premier ministre, eh bien, c'est lui-même. Et pendant ce temps, que ce soit Franken, Jan Bon ou Johan van der Orgelt, ont pris un malin plaisir à jeter de l'huile sur le feu espagnol et à s'époumoner lorsqu'il s'agit de livrer un Catalan à la démocratie espagnole, alors qu'il y a peu, comme le dire, ils trouvaient normal d'organiser le retour des migrants soudanais à leur dictature. Faut-il rappeler une fois de plus qu'il n'y a pas deux conceptions de la liberté d'expression et de la démocratie, selon que cela vous arrange ou pas. La Belgique doit-elle remettre Charles Puigdemont aux mains de la justice espagnole? En matière de politique internationale et de diplomatie, c'est l'une des questions les plus épineuses que notre pays a dû affronter depuis de nombreuses années. En effet, il ne s'agit pas ici d'extrader un simple prévenu de droit commun, mais un dirigeant politique, poursuivi pour ses décisions politiques correspondant à un programme indépendantiste sur lequel lui et les partis de la coalition ont été élus. À la question de savoir s'il faut extrader l'ex-président catalan, la réponse est simple. C'est un juge qui devra répondre à cette question en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. Et le gouvernement belge n'a pas à s'immiscer dans cette affaire qui relève du pouvoir judiciaire, indépendant, rappelons-le, du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. La situation dans laquelle se trouve la démocratie espagnole est bien entendu grave, et la responsabilité en pèse sur les deux camps en présence. Mais on sait parfaitement que dans ce genre de conflit, aucun côté n'a entièrement tort ni raison, aucun côté ne vierge de toute erreur. Les histoires belges et espagnoles divergent, mais présentent pourtant des traits communs. Les frustrations culturelles et économiques des Catalans ne sont pas sans rappeler celles des Flamands. D'un côté, les indépendantistes catalans estiment sans rougir qu'ils n'ont pas à payer chaque année 18 milliards d'euros
pour les autres régions espagnoles, comme la pauvre Andalousie. D'autres, les nationalistes de la NVA et les extrémistes du Vlaams Belang, se plaignent des transferts nord-sud. Selon eux, chaque année, les Flamands donnent de l'argent aux Wallons à hauteur de 6,5 milliards, plus pour 7 ans. Flamands et Catalans participent de la sorte, pour reprendre l'expression chère à Laurent Davuzis, économiste et professeur à l'Université de Paris, au nouvel égoïsme des territoires, qui pousse les régions riches comme l'Écosse, la Lombardie, la Vénétie ou encore la Bavière et la Hesse à rejeter toute solidarité avec leurs voisins moins bien nantis, préférant investir leurs richesses dans leur propre compétitivité. Face à la mondialisation, on risque d'assister à une fragmentation des nations, pilotée par des intérêts économiques souvent habillés de considérations identitaires, qui conduiraient à une société plus inégale, moins développée et donc plus dangereuse. Imaginez un instant une Europe regroupant non plus 28 membres, mais bien le double d'États. Laisser les juges décider ou non du renvoi de Karl Puigdemont, puis dire que c'est aux Espagnols de régler entre eux leurs problèmes n'est pas suffisant. Qu'il soit possible aujourd'hui dans l'Union européenne de jeter en prison des dirigeants politiques pour des actes qu'ils ont estimés à tort ou à raison, exécuter la volonté de leurs électeurs est certes discutable. Un devoir politique de la plus grande importance incombe dès lors à tous les dirigeants européens. Ce devoir est d'exhorter l'Espagne et la Catalogne à accepter de régler politiquement et pacifiquement cette crise politique par le dialogue et la négociation. Tant il est vrai qu'aucun couvercle judiciaire ou autre ne tiendra longtemps sur cette marmite catalane en pleine ébullition. Certes, la crise catalane est une affaire interne espagnole, pourrait-on dire. N'empêche, tout le monde sait parfaitement, on le redoute d'ailleurs, que si le face-à-face entre les séparatistes catalans et le reste de l'Europe tournait mal, la crise se transformerait instantanément en une grave crise européenne. Une crise aux effets de domino, dont tout le monde se passerait volontiers après celle des attentats, des réfugiés et du Brexit. Une crise alimentée par la montée en puissance de l'extrême droite qui a le vent en poupe dans de nombreux pays. Les rendez-vous électoraux de ces derniers mois en sont d'ailleurs la preuve. Les nations européennes sont toutes travaillées par la montée de l'euroscepticisme, par la question identitaire face aux poussées migratoires et déstabilisées par des dégâts sociétaux provoqués par la mondialisation néolibérale. En Autriche, pays pourtant prospère, sans chômage de masse, c'est surtout la peur de flux migratoires qui explique le succès acquis mi-octobre par le Parti populaire de Sébastien Kurz et la spectaculaire percée du Parti de la Liberté d'extrême droite avec près de 26% des suffrages. Les mêmes réflexes sont à l'origine de la victoire, le samedi 21 octobre, du Trump tchèque milliardaire Andrej Babis à la tête du mouvement de droite, mais aussi des 11% obtenus par le parti d'extrême droite du tchèque japonais Tomio Okamura. Ces deux formations ont en commun d'être contre l'accueil d'immigrés et de refuser d'entrer dans la zone européenne. L'Allemagne, de son côté, a subi un électrochoc fin septembre avec l'impressionnante percée de l'Alternative pour l'Allemagne, un parti national populiste fondé sur la lutte contre l'immigration et l'euroscepticisme, avec 12% des voix contre 5% il y a 4 ans, ce qui lui a permis de décrocher 74 sièges au Bundestag. Quant aux élections présidentielles qui se sont déroulées le 23 avril et 7 mai dernier, la défaite de Marine Le Pen n'a pas empêché 11 millions de Français sur 44 millions d'inscrits de se dépasser pour voter en faveur de l'extrême droite. Ces différents scrutins viennent malheureusement confirmer les consultations antérieures et les crispations qui existent dans de nombreux pays européens, comme la Pologne, la Hongrie, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède. Certes, l'extrême droite n'est nulle part en situation de l'emporter ou de gouverner seule, mais partout elle prospère comme le chien d'or. Pourtant, le phénomène est tel qu'il devrait cesser d'être regardé comme un simple soubresaut du passé et être abordé comme une question primordiale par l'Europe, dont une des missions premières était et reste d'exorciser le spectre des affrontements d'antan. Faut-il une fois de plus rappeler ce qui s'est passé au début des années 30 en Allemagne? Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier de la légalité républicaine. Il doit son ascension fulgurante, d'une part, au traumatisme que fut pour les Allemands le traité de Versailles qui leur imposa des indemnités énormes, et d'autre part, la grave crise économique qui touchait l'Allemagne avec 6 millions de chômeurs. Le 31 juillet 1932, son parti, le Parti ouvrier allemand national-socialiste,
obtient 230 députés et devient le plus important du pays. À l'époque, les Allemands étaient en pleine crise, se cherchaient un sauveur, un leader qui leur rendait leur identité. Et ce leader charismatique est apparu, il se nommait Adolf Hitler, qui disait « Moi aussi je peux le faire ». Faut-il rappeler qu'Hitler n'a pas volé le pouvoir. Il a été élu par le peuple allemand. Et on sait aussi qu'il en est advenu par la suite. Une deuxième guerre mondiale avec 50 millions de morts sur le sol européen, dont entre autres 6 millions de juifs. En guise de conclusion, mesdames, messieurs, je voudrais vous lire un texte qui est tout à fait d'actualité en quelques vers. Ce sont quelques vers de Martin Niemöller, un pasteur allemand, qui fut déporté à Dachau par ses propres compatriotes. Il nous rappelle où l'extrémisme et la fuite des responsabilités peuvent mener chacun d'entre nous. Je cite, comment cela est-il possible? Quand les nazis ont jeté en prison les communistes, je n'ai rien dit, en effet je n'étais pas communiste. Quand les nazis ont jeté en prison les sociodémocrates, je n'ai rien dit, en effet je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, en effet je n'étais pas catholique. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, en effet je n'étais pas juif. Quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. Je vous remercie. Il est temps parce que je commence à avoir son aussi. Voilà. Donc, je remercie, comme d'habitude, celles et ceux qui ont préparé cette soirée. Voilà, n'oubliez pas que c'était un bon anniversaire de notre ami Paul Metzger. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, où nous commémorons en même temps le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Bonne soirée à tous et à tous.